retour sur MFM Radio Montréal, en compagnie de Abdou. On salue Pascal et notre invité, dont j'ai vraiment l'honneur de recevoir. Est-ce que je l'appelle Maître Frédéric Bérard? Non, mais quand même, il faut présenter. Donc, M. Bérard, qui est un docteur en droit, un politologue. Vous avez sûrement entendu parler de lui ou l'avez vu à la télévision parce qu'il est souvent appelé comme commentateur politique ou commentateur à TVA, bien sûr, chroniqueur au Journal Métro. Alors, il a aussi été considéré par la Revue des libraires comme, il y a 3 ans, donc en 2016, comme parmi les 10 essayistes, on dit bien ce mot-là comme ça, oui, en bas de 40 ans, qui transforment le Québec. Et ça, je peux l'approuver, je peux le confirmer parce que j'ai l'immense honneur de l'avoir comme professeur. Qui transforme le Québec positivement, moi je trouve, parce que il y en a qui essaient de le transformer autrement. Voilà, puis comme avait dit Albert Camus, parce qu'il avait dit la vraie générosité, justement, je l'ai choisi spécialement parce qu'il dit la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent, puis je pense que vous incarnez exactement c'est bien ça. Tu peux le répéter? Alors, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est très bien ça, c'est très bien. Puis M. Bérard qui adore Albert Camus, donc pour moi c'est important. Merci à vous. Alors bienvenue. Et puis on n'était pas surpris de voir l'intérêt de nos auditeurs et auditrices lorsqu'ils ont su que vous serez avec nous. Alors bienvenue. Puis c'est très réciproque. C'est très gentil. Et puis on va passer un bon moment, sûr et certain. Alors, on va parler de. C'est vous qui recevez les gens habituellement. Comment ça fait de se faire recevoir par une étudiante alors Elle doit être habituée aussi. On va attendre la première question. On va attendre la première question. Mais ça va. Puis est-ce que vous connaissez un mot en arabe, quelque chose? Je sais que vous êtes allé au Maroc. Non, mon arabe n'est pas très bon. Salam alaikum. Salam alaikum. Bon, alaikum salam. C'est pas mal ça en fait. Voilà. Alors encore une fois, on est très heureux de vous recevoir. N'hésitez pas à partager le live, à nous appeler, à poser des questions à M. Bérard qui va être là avec nous pour dialoguer. Alors, malheureusement, on va encore parler du sujet. On n'a pas le choix. La liberté d'expression, la loi 21, etc. Mais avant de commencer, moi, je veux parler ça avec vous parce que vous parlez souvent de dialogue. Vous dites que c'est important de dialoguer avec les communautés qui sont concernées. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on est concerné, mais on fait pas partie du dialogue. Alors j'aimerais ça qu'on parle de ça d'abord. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement, la CAQ, à adopter une telle mesure? Puis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cet échange? Vous parlez de la loi 21? Ben oui, la loi 21, parce que ça nous concerne directement, puis on aimerait bien savoir votre point de vue en tant que juriste. En fait, ça remonte à très loin. Très loin. Pas si loin que ça, mais peut-être, je dirais, une quinzaine d'années, quand a commencé les discussions sur ce qu'on a appelé la crise des accommodements raisonnables, qui est une vraie folie. Il n'y a jamais eu de crise d'accommodement raisonnable au Québec. Si vous regardez les chiffres de la Commission des droits de la personne, il y a entre 4 et 6 plaintes pour des motifs religieux annuellement. Puis on ne sait même pas si ce sont des musulmans, puis on ne sait pas si les plaintes sont accueillies non plus. Voilà. Alors, tout ça a été créé de toutes parts, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Bouchard-Taylor dans son rapport, c'est la conclusion principale. Où il dit, la crise comme telle a été créée par les médias, elle n'existe pas réellement. Médiatique, donc évidemment, c'est dit, si on fait un matraquage médiatique pendant plusieurs années, on met des sales idées dans la tête des gens qui s'imaginent que les immigrants sont ici pour envahir, particulièrement, et là, ce sont les Arabes, pour pas dire les musulmans, qui casquent. Mais si on regarde de manière en rétrospective, il y a toujours eu une minorité au Québec, comme dans n'importe quelle société, ou à peu près qui a casqué. Ça a été les Juifs pendant un certain temps, ça a été les Irlandais, les Italiens, les Haïtiens, les témoins de Jéhovah. Là, c'est le tour des musulmans. C'est un problème qui est occidental, même en fait plus que ça, parce que même la Chine agit de la même façon. Donc, ça pour dire que cette espèce de matraquage-là, qui n'est pas seulement québécois, qui n'est pas seulement canadien, mais qui est aussi, en fait, international, a mis justement ces idées-là dans la tête de certaines personnes. Et c'est pour ça que j'insiste toujours, lorsque j'enseigne la règle de droit, pour que les étudiants, pour que les citoyens puissent analyser sérieusement l'impact médiatique sur cette même règle de droit-là. Parce que les politiciens vont agir de manière purement électoraliste. Ça a été le cas de Legault qui a même dit encore la semaine dernière, c'est important de faire plaisir aux gens un peu racistes pour éviter les extrêmes. C'est pas moi qui le dis, c'est le premier ministre. C'est incroyable. J'en reviens pas. De l'avouer clairement comme ça. Mais justement, parce que là, vous parlez de médias. Par contre, en même temps, on est en train de pousser pour la liberté d'expression, ce qui est tout à fait censé, bien évidemment. C'est un droit fondamental. Par contre, c'est quoi la limite qu'un journaliste peut avoir? Parce que les gens qui consomment ne veulent pas, à un moment donné, oui, il faut pousser la recherche par soi-même, il faut être capable de critiquer. Mais imaginez monsieur, madame, tout le monde qui se lève le matin, qui ouvre le journal, puis tombe sur un article comme, par exemple, M. Martineau qui me pop dans la tête comme ça. C'est pas pourquoi c'est avec son nom, on laisse sortir. Il a fait l'objet d'un mémoire de maîtrise. Et la sociologue en question a démontré que Martineau, en l'espace de, je sais pas, 3 ou 4 ans, avait écrit plus de 800 fois
sur le thème de l'islam. Je veux dire, c'est être monomaniaque, ça, là, c'est de la maladie mentale. Exactement, ça devient de l'obsession. Ben oui, c'est clairement de l'obsession, ça fait aucun doute. Et là, évidemment, il a nié ça et toute sa gang j'allais dire un mot pas très gentil, mais l'a appuyé pour dire que cette sociologue-là avait pas de... En tout cas, blablabla. Et là, évidemment, il a continué à écrire là-dessus. Donc, quand le chroniqueur le plus lu au Québec écrit 5 chroniques par semaine là-dessus, puis avec des raccourcis intellectuels énormes, ben évidemment qu'on met des idées dans la tête de la population, c'est pas surprenant. Et après, cette population souhaite que son gouvernement fasse quelque chose. Je trouve ça tellement dommage, parce que c'est au-delà de cet aspect de l'islam, c'est l'antiféminisme. Jusqu'à où il va aller? Parce que moi, j'appelle ça de l'antiféminisme total. On va oublier la religion pour une minute, mais c'est quoi ça? C'est en train de me brimer mes droits en tant que femme. Et ce que je trouve vraiment ironique, c'est dès le Super Bowl, il a écrit un article pour dire à quel point, ben non, elles sont libres, regardez, ils sont pas censés du tout. Mais non, je comprends. Tout à fait, mais juste pour dire, c'est cette obsession pour juger puis décider à la place de la femme et la caractériser dans un... C'est ça que je trouve fou. Et c'est pour ça que en fait, la défense de Martineau, c'est justement la liberté d'expression. Il dit, moi, j'attaque les rétrogrades, j'attaque ceux qui sont sexistes, j'attaque ceux qui sont... Alors que dans les faits, parce que le problème, c'est je pense que simplement pas les capacités intellectuelles pour faire son job. Il mélange tout. Exactement. C'est dommage, mais c'est les raccourcis, comme vous avez dit. Voilà, c'est beaucoup de raccourcis, beaucoup d'amalgames aussi. Il a déjà écrit avec Alexandre Cloutier lorsqu'il se présentait à la chefferie du Parti québécois contre l'Élysée. D'après moi, c'est lui qui aurait dû l'emporter. Le PQ ne serait pas dans ce pétrin-là aujourd'hui, mais ça, c'est une autre affaire. Il avait dit quand Alexandre Cloutier parle, Adil Sharkawi jouit. C'était le titre de sa chronique. Et là, évidemment, Cloutier voulait le poursuivre. Bon, ça n'a pas pu arriver pour toutes sortes de raisons. Mais tout ça pour dire que quand tu fais des amalgames qui sont d'une grossièreté épouvantable, ben, évidemment que par la suite, pour ceux qui sont jamais sortis du Québec, qui ne connaissent pas le monde arabe, qui ne sont pas allés, par exemple, au Maroc ou ailleurs, ben évidemment, pour eux, Adil Sharkawi est un porte-parole de la communauté. Mais c'est pour ça que je vous remercie tout particulièrement d'être ici, parce que d'abord, nous, à MFM, moi, personnellement, je reçois toutes sortes d'invités, des députés, des musiciens, peu importe, des gens de la voix, d'occupation double, c'est pas ça l'intérêt. Mais vous, en tant que juriste, puis sur le premier plan, c'est super parce que vous faites ce travail que les politiciens devraient faire. Ça veut dire communiquer avec les gens à qui ça concerne réellement. Et au-delà de ça, vous avez... Bon, c'est ça. Mais ma question, je rebondis un peu sur ta question. Est-ce que le policier aujourd'hui est obligé de jouer sur la peur, d'instrumentaliser la peur pour grignoter quelques voix de plus, surtout dans les régions, faute d'avoir des idées constructives et de pouvoir rassembler et de ramener des vraies solutions aux vrais problèmes? Regardez le Parti libéral du Québec, puis je le trouve plein de défauts. Je le critique abondamment. Je trouve que c'est un parti qui a beaucoup de lacunes. De lacunes, puis d'auto-inspection à faire, si je peux dire. Mais quand même, il est actuellement à 10% dans les sondages, dans les intentions de vote chez les francophones. Et ça, c'est dû en bonne partie sur sa position sur l'identitaire. Donc, quand il y a d'autres raisons, évidemment, là, on peut parler de la corruption, Charest, ainsi de suite, mais ce qu'on a reproché souvent aux libéraux, c'est ça. Chez les francophones, on les accuse d'être multiculturalistes, blablabla, alors que le concept même de multiculturalisme, c'est tant qu'à moi complètement galvaudé, mais ça, c'est autre chose. Donc, tout ça pour dire qu'on a créé une situation telle au Québec que politiquement, tu ne peux plus nier cet état de fait-là, parce que tu vas te péter la gueule politiquement. Et franchement, disons-le, Québécois est tout simplement trop fort. Je veux dire, c'est un média de masse, c'est le Fox puissant du Québec. Puissant. Oui, puis je veux dire, si Québécois décide de te faire tomber comme gouvernement, tu vas tomber. Et puis, bon, ça peut être assez problématique d'un point de vue démocratie. Toujours est-il qu'il faut composer avec cette réalité-là, mais je suis assez convaincu que sur 100 politiciens qui ont appuyé, par exemple, la loi 21 ou ce genre de discours-là, il y en a un sacré paquet que je connais personnellement qui ne sont pas islamophobes pour 2 sous, qui ne mangent pas de ce pain-là pour 2 sous, qui veulent juste passer à autre chose, mais ils sont coincés avec un électorat qui, pour l'instant, se fait dire que les Arabes sont dangereux, les musulmans particulièrement, donc rendu là, c'est difficile de passer. Mais où est-ce qu'on s'en va? Parce que moi, je pense qu'on est dans une spirale de surenchère. C'est sûr et certain que le goût pour se faire élire, il doit satisfaire une catégorie de son électorat qui demande encore plus. Hein, donc, éventuellement, que les enseignantes ou pas aux primaires, mais aux garderies aussi soient inclus dans la loi 21, etc. Ils veulent plus. Mais on va non, mais j'avais compris qu'en faisant plaisir aux racistes, on évitait les extrêmes. Il va falloir m'expliquer, là, je comprends un peu rien. C'est ça le problème, c'est qu'on dirait qu'ils s'enlisent dans son illusion de satisfaire, mais ce sont des gens tu ne peux jamais gagner
en tentant de faire plaisir aux racistes. Absolument. Cette idée-là est probablement la plus stupide jamais véhiculée par un premier ministre québécois. Et c'est ça Ils vont toujours en vouloir plus. Et la plupart des racistes, évidemment, appuient la loi 21, mais trouvent que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et donc, n'importe quel parti maintenant qui parle de se débarrasser de la loi 21 est mort, premièrement. Et ceux qui parlent de garder ça comme ça, là, on verra, le prochain test, ce sera à la prochaine élection. Exactement. Mais regardez ce qui se passe actuellement dans les mouvements sociaux. François Legault lui-même a dû radier les commentaires lorsqu'il a publié, c'est pas drôle, là, la semaine dernière, ses condoléances, le 3e anniversaire du terrible attentat de Québec. Seulement ses condoléances. Il n'y avait absolument rien d'incroyable là-dedans. Là. C'était même banal comme message. Et il a été obligé de lui-même retirer ces commentaires-là pour ensuite demander à son staff parce qu'il ne fournissait plus à la tâche. Tu sais quand il avait dit comme quoi la loi 21... Tu m'avais parlé de ça. Absolument insultant. Rabaisser une situation peut nous prendre vraiment pour des imbéciles, excusez-moi le terme. Alors, moi, je vois un commentaire de Kinza Louis qui nous dit « Malheureusement, c'est un fait qui ne changera pas, sauf si la population le veut. » J'aimerais bien que tu nous appelles, Kinza, d'abord, parce que tu es concernée directement, tu es en psychologie, puis je me rappelle avoir une discussion avec elle, elle qui me dit « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? » Et ça me fait énormément de peine. Bon, on va pas rentrer dans ça, on va comme rester positif, mais il faut quand même... voilà, il faut rester positif. Mais tu sais, Eva, pour que la population le veut réellement, il faut, et justement, on parle du rôle des médias, parce que le rôle des médias, les mots et la répétition, c'est une arme à destruction massive. Soit on conscientise les gens sur quoi, comme on est une société homogène et qu'on travaille dans le même sens, soit on va jouer sur la division et la peur et la haine. Et puis, je le regrette, mais on va dans ce sens-là négatif. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on va encore s'enliser dans d'autres problèmes, d'autres promesses qui vont dans le sens de faire plaisir à un électorat raciste. Voilà. Alors, M. Bérard, nous, à MFM, l'avantage, c'est qu'on communique toujours avec nos auditeurs qui sont là. Ah ben, tant mieux. Alors, on va lire quelques commentaires. Je les salue. Alors, on vous salue tous et bienvenue à vos commentaires. Donc, on a monsieur... Même ma femme a écrit. Oui, bonjour, bonsoir à votre femme. Bienvenue, M. Bérard. Très bonne analyse. Merci. Alors, on va lire Amina. J'ai pas le choix de venir ici. Hein. Les autres médias veulent plus de moi maintenant. Oh my God. Alors, Amina, comment on dit en arabe, marhaba, ça veut dire bienvenue. Voilà. Alors, on a Amina Kibli, que j'imagine que vous connaissez. Oui. Qui vous dit coucou, c'est moi. Une petite question. Est-ce que le fait qu'une partie considérable de la population au Québec n'ait pas de connaissances accrues en droit et ne comprenne pas la réalité de notre système judiciaire, exemple l'évaluation de nos droits, etc., affecte d'une manière ou d'une autre l'état de droit, le rendant ainsi plus fragile? Une question ultra pertinente. À mon sens, la réponse, c'est oui fois 1000. Et c'est pour ça que je tente de faire le plus d'interventions médiatiques lorsqu'on me demande, même dans les médias plus populaires, plus difficiles parfois, des lignes ouvertes et des trucs du genre. Je le fais parce que je suis d'avis qu'il y a clairement des lacunes d'un point de vue connaissance juridique au moment où on se parle. Puis je veux dire, le Québec est pas pire qu'ailleurs. Là. C'est toujours comme ça. Je pense qu'il devrait y avoir des cours, notamment au secondaire, au moins un cours d'intro, un truc du genre. Parce qu'effectivement, qui s'est déjà fait enseigner les libertés civiles, à part ceux et celles qui sont allés étudier en droit, peut-être quelques personnes en sciences politiques, et encore là, dans quelle mesure, je suis pas certain. Et c'est tout ce discours-là, hein, de la protection des libertés civiles qui a foutu le camp depuis quelques années. Ceux qui les défendent, on les appelle de manière très, très méprisante les droits de l'homisme ou les multiculturalistes. Et là, on mélange tout, ça devient un fourre-tout. Et on a opposé donc les libertés civiles à la bonne conscience du peuple, au bon fonctionnement d'un gouvernement, en l'opposant justement à ce qu'on appelle le gouvernement des juges et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est drôlement problématique parce que pourquoi ces libertés civiles sont nées? Ben, elles sont nées à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est produit ce qu'on sait. Et tout ça, à dire, n'émane pas du hasard. Nos chartes ici émanent par la suite, sont la résultante directe de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ces libertés-là en prennent plein la gueule un peu partout en Occident depuis maintenant plusieurs années, depuis en fait le 11 septembre. Et malheureusement, je ne vois pas la tendance en train de s'inverser. Je pense même que c'est l'inverse. Exactement. Puis je voulais justement profiter de votre notoriété en tant que chroniqueur, que journaliste de renommée pour nous dire c'est quoi à un moment donné la solution? Parce que si on consomme les médias, puis c'est ça qui... Je veux dire, veux pas, même moi, est-ce que je regarde à Netflix, je regarde à la télévision, ça va... J'essaie le plus possible, et il le faut, et j'encourage tout le monde à le faire, d'avoir l'esprit critique, de continuer à réfléchir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui regardent ça du premier plan, puis que je prends cette information comme elle est? Tout à fait. Honnêtement, franchement, la réponse à cette question-là, je ne la connais pas, sinon que tous ceux et celles qui sont de bonne foi et qui ont un minimum de connaissances
les partages envahissent l'espace public. À mon époque, je suis quand même pas si vieux, là, mais dans les années 90, moi, j'avais pas de Facebook là, quand j'étais à l'université. Ça n'existait pas. Twitter non plus. Aujourd'hui, les jeunes de votre âge ont cet outil-là, peuvent communiquer, peuvent partager leurs connaissances. Et c'est un devoir, je pense. Moi, je pense, ben oui, à cette heure-là, c'est vraiment pas un dire devoir. une obligation. Voilà. Et puis pour le reste, maintenant, c'est sûr que la tendance va être difficile à renverser parce qu'il y a un raz de marée qui est très, très, très puissant. Oui. C'est difficile, soit en étant seul sur Facebook, de faire face à certains médias de masse. Oui. Mais en même temps, je me dis que si chacun prenait sa petite cuillère, on finirait peut-être par vider l'océan. Tout à fait. Commencer par soi. Et puis, il y a M. Badreddine Filali Baba, justement, qui vous demande... Qui nous suit du Maroc. Qui nous suit du Maroc, malgré salut. 6 heures de décalage. Mais il est merveilleux pays, hein? Merci. Faites bien d'être là-bas. J'irai tout de suite, moi. Chanceux. Badreddine qui nous dit, Monsieur Frédéric Bérard, fait-il l'objet de commentaires inappropriés suite à ses commentaires et ses analyses? Je pense que la réponse est évidente. Culturaliste. Si je me fais insulter, oui, c'est ça, autrement dit. C'est pas mal mon quotidien. Quand ce sont des insultes, c'est pas si mal. Parfois, c'est allé très, très fréquemment jusqu'à de la diffamation sur des blogs. On m'avait dit que j'étais l'avocat d'Omar Kader et j'avais pris une partie de son 10,5 millions pour m'acheter une maison au Costa Rica. Une sorte de trucs genre. Auquel cas, j'aimerais beaucoup parce que j'adore le Costa Rica. Je reçu aussi assez souvent, malheureusement, des menaces de voie de fait, même des menaces de mort. Ça, franchement, c'est Mais justement, j'aimerais savoir, au-delà de ça, comment vous faites? Parce que vous êtes un des rares journalistes ou chroniqueurs ou personne publique qui prend un peu l'autre côté. Qui contrebalance un petit peu l'opinion publique. Et vraiment, c'est courageux. C'est très courageux. Je pense que c'est une des choses qui m'a fait waouh. Je me suis sentie pour une fois. En fait, je ne sais pas si c'est du courage ou de l'insouciance ou... moi, j'appellerais ça de la conscience. Vous êtes gentil. Mais il y a un côté de moi, depuis que je suis tout petit, je dois avoir, 4 ou 5 ans, je me rappelle très bien, dans la cour d'école. J'avais deux amis témoins de Jéhovah. On lançait des roches sur des petits cailloux de rien sur le toit de l'église adjacente à notre petite école primaire. Et puis, le professeur, qui était une catholique finie, les avait pris les deux par les oreilles pour les amener chez la directrice. Puis moi, elle m'avait laissé tranquille. Puis je lui ai dit, non, à l'instant, j'ai lancé des roches. Moi aussi, je vais y aller chez la directrice. Elle dit, toi, mêle-toi pas de tes affaires, eux, parce que c'est leur religion qui les oblige à faire ça. Toi, t'as rien à voir là-dedans, mêle-toi-en pas. Et j'étais allé moi-même me stouler, disons-le, à la directrice qui avait trouvé ça drôle, je pense. Mais tout ça pour dire que ce genre d'injustice-là, basée sur de la folie, ça m'a toujours... révulsé. Ça me rappelle le terme que vous avez employé dans votre un essai, on peut dire. Le dérèglement politique, alors que vous dites, moi j'appelle ça une maladie identitaire. Puis je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me ris jamais, mais je pense que oui. Alors vraiment, je vous le conseille, surtout ce petit livre noir, comme vous le dites si souvent. Il est merveilleux. Je l'ai relu plusieurs fois, souligné à plusieurs reprises. J'ai même écrit des petits lol et des petits bonhommes sourires parce que ça nous parle vraiment, puis ça représente une réalité. On devra revenir sur des passages. Avec plaisir, c'est sûr, parce que ça touche un peu à tout dans notre société, notre quotidien, donc il faut. Excellent. Alors on a un petit salut de la part de M. Shakib Charmat qui dit salut mon professeur de constitutionnel. Voilà. Et on a aussi Laurent Morissette, je pense, un ami à vous. Il n'est pas en ligne, lui. Non, là, si vous pensiez que tout allait bien, ça va virer de bord. Alors, il dit, question à Maître Bérard, pouvons-nous espérer la diminution des clivages sur la base de croyances et ou de genre? Certainement pas grâce à Martineau, mais grâce à de bonnes pâtisseries, du thé et pas des verres. L'autre, en tout cas. et des pas de là vers là, oui, ça c'est bien. Vous voyez, il faut être intelligent quand même quand tu fais des petits efforts. C'est très pertinent. Parce qu'il est sur MFM. Oui, c'est ça. C'est très pertinent comme question, Laurent. Et je vais répondre en fait en m'adressant pour une fois à vous, au monde arabe. Plusieurs fois, j'ai entendu le commentaire suivant. Les Arabes, j'en connaissais pas. Puis les Arabes au sens large. Mais tu vois, là, tout à coup, j'en ai rencontré un, blablabla, pour telle ou telle raison. Puis sa mère nous invitait à manger, mais franchement, c'est incroyable. Ils sont tellement gentils, puis la. Et là, pouf, tous les préjugés viennent de tomber en 3 secondes et demie. Donc, je sais que vous êtes actuellement, et je généralise moi-même, mais je parle surtout des musulmans ostracisés à certains niveaux par certaines personnes. Mais je pense que la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est continuer cette espèce de dialogue-là, même si je me mets à votre place, puis je serais très fâché moi-même.
de poursuivre le dialogue, puis d'essayer justement d'y aller avec des initiatives du genre. Parce que dès que les gens vous connaissent, et ça prend 3 secondes, comme je disais, et pouf, c'est réglé. Parce que les Québécois, en tout cas, c'est une fausse posture, mais ne sont pas racistes. Oui, il y a des racistes. Eux, il n'y a rien à faire avec eux, on les oublie. Mais il y a beaucoup plus de xénophobes que de racistes. Or, les xénophobes, par définition, c'est la peur de l'étranger. Mais une fois qu'ils vous connaissent, vous n'êtes plus étranger, donc ça vient de se régler. Exactement, vous avez absolument raison. Mais c'est drôle parce que on parle encore une fois de vous et de nous. Moi, je me suis toujours présentée comme québécoise d'origine marocaine. Non, c'est parce que je parlais des Arabes comme tels. Mais je parle à quel point ça me pousse, par contre, à pas changer ma position, mais me dire, wow, est-ce que je dois défendre un peu quelque chose, conscientiser les gens? Mais en fait, je vais répondre à ça. Il faut faire attention parce que quand Martineau, on parle toujours de lui, mais vous dit, comment se fait-il que la communauté musulmane ne prend pas ses distances de tel attentat ou tel autre? Moi, là, quand les évêques de Boston font des conneries de pédophilie, il n'y a personne qui me demande comme Cato présenter mes excuses. Alors, pourquoi on fait? Ça, c'est la première chose. Donc, moi, je ne demanderai évidemment jamais ça parce que je trouve ça débile. Tout ce que je dis, c'est de multiplier les initiatives et de ne pas céder à cette espèce de crainte-là, de clivage, comme disait Laurent à propos, et de multiplier les initiatives en sens inverse. C'est de venir des deux côtés. C'est ça, par exemple, là, en ce moment, à la Toei, on en a parlé tout à l'heure, il y a Halqa, un très beau spectacle, honnêtement, qui va faire du bien à tout le monde. Alors, en famille, venez voir. Et puis, pour savoir aussi que dans nos sociétés, il y a la joie, il y a l'envie de vivre et de partager, de s'amuser. Puis la bouffe aussi. Je suis désolé. Non, mais la musique. Attendez, la bouffe, sérieusement. La bouffe, vous avez oublié d'où vous venez, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pascal qui rigole aussi. Parce que... Non, mais c'est vrai. On est tous pareils. 53 du Lutte, un excellent restaurant berbère sur le plateau de Montréal où je suis allé la semaine dernière. Comment il s'appelle? 53 du C'est sur 53 du Lutte. Je ne me souviens plus du nom. Oui, c'est un resto berbère. Algérien. Oui. C'est fantastique. Oui, j'y étais, effectivement. Et puis, on passe vraiment un moment agréable. On est comme déconnecté de tout. Et voilà, on est juste bien. Bien. Alors, Lina Boukrif qui dit les corps de gazelle, le thé, ça bat le racisme à chaque fois. Mais je suis entièrement d'accord. Pardon, j'ai pas entendu. Alors, les cornes de gazelle, c'est un gâteau. Ça. Et le thé, ça bat le racisme à chaque fois. Effectivement, ça, c'est la cuisine et la musique, c'est le meilleur remède contre tout. Mais même de l'autre côté, quand on vient ici en tant qu'immigrant, l'approche que j'ai faite, c'est j'étais encore petite, l'école me l'a fait, mais c'est la musique, c'est la culture, c'est parler l'accent, tout. C'est comme ça que c'est vrai que c'est le premier contact. Oui, et en plus, on a, en fait, bilatéralement, un avantage énorme, qui est celui de la langue française. Exactement. Donc, l'obstacle qui peut exister avec d'autres cultures, qui est fréquent dans la matière immigratoire, n'existe pas ici. Justement, vous êtes un spécialiste des droits linguistiques, donc c'était votre thèse, je pense, de doctorat, qui était charte canadienne et droit linguistique. Et puis vous, contrairement à plusieurs, vous êtes optimiste par rapport à la langue française, les francophones du Canada, si je ne me trompe pas. En fait, juste pour dire, petite parenthèse. L'illustration, justement, ça m'interpelle parce qu'on voit les moulins et puis on fait allusion à Don Quichotte. J'avais présenté le bouquin dans une conférence au Maroc. C'était à cette occasion-là que j'étais allé là-bas avec d'autres universitaires spécialisés dans les droits linguistiques. Et j'ai rencontré plein de berbères et ainsi de suite. Moi, je suis assez optimiste. En fait, il faut faire attention. On sera toujours au Québec dans une position délicate, dans une position de vulnérabilité, entre guillemets, du fait de l'océan anglophone qui nous entoure, ne serait-ce qu'avec les États-Unis et le reste du Canada. Mais la beauté de l'affaire, c'est quand on regarde les chiffres et quand on cesse de tenter de les instrumentaliser à des fins politiques, on réalise que le fait français au Québec s'est amélioré de manière considérable depuis la loi 101, à vrai dire, qui est absolument névralgique. Aussi la charte. La charte canadienne, et ça, évidemment, on pourrait dire c'est le droit des minorités, mais la minorité anglophone, contrairement à ce qu'on pense, n'est à peu près pas allée chercher de gains substantiels en vertu de la charte et la loi 101 en obligeant les enfants d'immigrants à aller à l'école en français, qui est une mesure, on s'entend. Merveilleuse. En fait, c'est sûr que c'est punitif, c'est coercitif en quelque sorte, mais je pense que dans une société comme la nôtre, pour protéger ce fait-là, on se doit le faire. Absolument. Et puis la réalité, c'est que ça fonctionne très bien. Si on retourne un peu à la loi 21 puis à l'immigration, etc., les gens, ils choisissent le Québec parce que c'est en français, parce que c'est francophone pour plusieurs. Surtout, on parle des Nord-Africains, des gens d'Afrique, c'est parce que c'est en français. C'était Québec
qui voulait, à la fin des années 70, lors d'une entente qui s'appelle Colin Couture, le nom des deux ministres en question, ministre fédéral, ministre québécois, c'est le Québec qui souhaitait avoir, et on comprend pourquoi, le droit de veto, ou le premier droit de regard, si je peux dire plutôt, face au bassin de francophones qui migrent au Canada. Exactement, donc le choix, mais dans ce cas-ci, c'est parce que qui parle français à travers le monde, une fois qu'on a enlevé justement les Français, les Belges, les Suisses, ben là, après ça, on se tourne Haïti un peu, Liban un petit peu, puis le reste, ben, c'est l'Afrique, notamment le Maghreb. Et ça n'a jamais posé problème, ça, les années 80. Mais est-ce que je pense que le gouvernement ne fait pas son calcul à 100% parce qu'en ce moment, ça va juste créer l'effet contraire, les gens qui viennent pour ça. Bref, c'est toute une histoire. Et juste en parlant de langue, en parlant de berbère, il y a notre chère Douja qu'on considère comme une ambassadrice de la culture et du patrimoine amazigh ici. Berbère. Oui, effectivement, qui nous rejoint et qui nous salue en disant Timin Siwin. En amazigh, ça veut dire bonsoir. Même chose à vous. Voilà. Alors, notre cher Fatiliam qui nous dit bienvenue à Monsieur Bérard à Dar MFM, donc ça veut dire Maison MFM. C'est un plaisir de vous écouter. Et puis Kenza Aroki. Kenza Logi qui nous dit une chose que je trouve dommage, c'est que je travaille fort pour faire avancer le Québec. Par contre, j'ai l'impression que le Québec m'accepte pas nécessairement. Alors, c'est un peu dommage que Kenza ressente. Ce que je peux répondre à ça, je comprends le sentiment, puis je veux dire, je suis pas dans cette situation-là. Heureusement, d'ailleurs, j'aimerais pas l'être. Mais il faut pas oublier une chose, hein. Le Québec n'est pas monolithique. Le Québec n'est pas un bloc. Et oui, il y a des racistes. Oui, il y a des islamophobes. Mais il y a des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Et je vous dirais que si on peut miser là-dessus et amplifier cette espèce de dialogue-là, ben, on va peut-être finir par avoir une cause. En tout cas, sur MFM, c'est ce qu'on prône. C'est vraiment que, bon, on est tous québécois, on est tous pareils. Et puis, on a tous des devoirs et des obligations, mais aussi, et des droits. Mais aussi, c'est qu'on doit aller vers l'autre. Et comme vous avez dit tout à l'heure, effectivement, il faut juste faire un pas vers l'autre et puis briser un peu cette peur qui est tout à fait naturelle et qu'on retrouve aussi dans nos pays d'origine. Ben oui, il y en a partout. Donc, et d'utiliser des médias comme le vôtre à cet effet-là, franchement, bravo. Et puis voilà, il ne faut pas, comme a dit Iba tout à l'heure, ne pas prendre à la lettre tout ce que instrumentalisent les médias, parce que derrière les médias, il y a des stratégies politiques et économiques, etc. On parle de puissance et puis on parle d'objectifs. Alors, on n'a pas vu le temps passer, c'est le temps pour une petite pause publicitaire et on vous revient avec notre invité. À tout de suite.